Le bassin méditerranéen est et sera, avec le changement climatique, vraiment un hotspot du changement climatique. Il faut, ici comme ailleurs, revisiter tous les processus de gestion de l'eau. Ça va impacter toutes nos organisations sur les 20 à 30 prochaines années et il va falloir s'y préparer. Au CEREMA, nous avons l'habitude de dire qu'on a le changement climatique optimiste. Non pas qu'on minimise le phénomène, je crois que le changement climatique va impacter absolument tous les secteurs de la vie, de l'activité humaine. Mais par contre, ce que nous pensons profondément, c'est que sur chacune des utilisations de l'eau, sur chacun des aspects du changement climatique, nous avons des solutions, que ce soit d'ailleurs dans le changement de comportement. Et c'est vrai qu'en observant ce que pouvaient faire nos anciens, moi j'étais très intéressé hier par les films sur les Kataras et tout ce qui a pu être développé, que ce soit donc à la fois en retrouvant des façons de faire traditionnelles ou avec les technologies, on a des solutions et donc ce changement climatique, on arrivera à s'y adapter. Alors évidemment, ça suppose d'agir sans attendre. Et c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans le monde arabe comme ailleurs, tout l'effort a été centré sur la mobilisation de nouvelles ressources en eau au service d'objectifs de croissance. C'est l'époque du barrage d'Assouan en Égypte ou du barrage syrien de Tabqa, ou plus tard de l'exploitation de la nappe fossile par la Libye notamment. Mais depuis peu, cette ressource naturelle qu'on croyait disponible à jamais, dans laquelle on pensait pouvoir piocher en faisant des réserves, etc., on se rend compte effectivement qu'elle devient un bien économique rare et qu'on ne peut à l'infini augmenter effectivement les prélèvements qu'on fait dedans. En plus, avec l'accroissement rapide de la population, la dégradation de l'environnement et les effets du changement climatique, les choses deviennent bien évidemment de plus en plus complexes. Très clairement, je crois qu'il faut que nous soyons conscients qu'il ne sera bientôt plus possible de satisfaire l'ensemble des demandes en eau en augmentant l'offre, ce qui a constitué la réponse traditionnelle jusqu'à présent. Alors les choses évoluent bien sûr, le discours s'adapte, on parle à présent de pénurie conjoncturelle, mais aussi on commence à entendre, on l'a entendu hier notamment, parler de déficit structurel d'eau. Et je crois que c'est bien dans cette voie-là qu'il faut creuser. On évoque les coopérations, mais aussi les logiques d'affrontement. Alors dans notre histoire récente, le pétrole en particulier a vraiment bouleversé notre perception de l'accès à l'eau, et on est en mesure ainsi de vider les nappes fossiles vieilles de plus de milliers d'années. C'est vrai dans le monde arabe, c'est vrai aussi dans le monde occidental. J'ai souvenir d'une nappe en France, la nappe de Beauce, dans laquelle on est en train de prélever des eaux qui ont quelques dizaines de milliers d'années aussi. Alors hier matin, lors de l'introduction qui a été faite, j'ai retenu un proverbe chinois que je ne connaissais pas et qui me semble particulièrement bien vu. Quand tu bois de l'eau, n'oublie pas la source. Je crois que c'est une sage précaution que les sociétés traditionnelles avaient de s'assurer de la pérennité de cette ressource. Et donc, il est évident que la tradition doit être mobilisée pour accompagner ces zones fortement peuplées. Au Moyen-Orient, l'eau a toujours été appréhendée comme une ressource rare et sacrée. Elle est sacrée et très présente dans les mythes sumériens et akkadiens. L'eau est importante dans l'islam. C'est une bénédiction d'Allah qui donne et soutient la vie et purifie l'humanité de la terre. Elle est basée sur les mots d'Allah dans le verset 65 de la sourate An-Nahl. Allah a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il revivifie la terre après sa mort. Et ça me semble vraiment particulièrement pertinent. Le jardin, dans la civilisation arabo-musulmane, est le reflet du jardin d'Éden, symbole du paradis. Il reprend la division en 4 parties de la Perse ancienne, qui représentent les 4 éléments, feu, air, terre, eau. La division autour de la fontaine centrale en 4 parterres délimités par de petits canaux semble une référence à la description du paradis tel que l'a donné le Coran. Pour enrichir le débat des théologiens, le châtiment du déluge pourrait-il finalement être complété par le châtiment du stress hydrique? Alors effectivement, en ce début du XXIe siècle,
la rareté de l'eau transforme progressivement celle-ci en or bleu. Contrairement aux énergies, où les substituts existent, même si l'exemple peut être discutable, la guerre en Ukraine a montré qu'en dépit de problèmes d'accès aux énergies qui s'en sont suivis, il existe des marges de manœuvre importantes pour contrevenir à des pénuries volontaires ou structurelles. Pour l'eau, les alternatives à l'absence d'eau sont faibles, voire inexistantes, et surtout elles sont particulièrement coûteuses en infrastructures d'acheminement de l'eau ou de dessalement de l'eau de mer. J'ai eu l'habitude, à une longue période où j'étais directeur de l'eau, d'expliquer qu'une tonne d'eau, un mètre cube d'eau, ça pesait une tonne, et donc évidemment c'était particulièrement complexe à déplacer. Dès lors, évidemment, et on le voit malheureusement un petit peu partout dans le monde, il suffit d'ouvrir sa télé et de regarder les infos, l'eau devient petit à petit un générateur de conflits pour son appropriation. Conflit d'usage entre l'agriculteur, l'industriel, l'habitant, le touriste et le milieu naturel, qui est souvent la variable d'ajustement des besoins humains. Alors face à cette situation, évidemment, un vaste champ de progrès est possible pour la gestion de la demande en eau. Elle consiste à réduire les pertes et les mauvaises utilisations, soit les fuites lors de la distribution, dans le transport, les gaspillages, et puis évidemment, on peut aussi améliorer l'efficience de l'utilisation de la ressource. Dans une étude récente, le potentiel d'économie d'eau, simplement par ce type d'action, simplement par des changements de comportement, le potentiel d'économie d'eau a été évalué à un quart de la demande, 25%. L'agriculture irriguée représentant d'ailleurs plus de 65% de ce potentiel. Effectivement, quid de la pérennité de l'exportation d'eau via la vente de produits agricoles à l'international, et c'est une question dont je sais qu'un certain nombre de pays, dont le Maroc, se posent. Alors face à ça, face à un contexte qui devient de plus en plus compliqué, à des enjeux très forts d'agir sur la demande en eau, nous avons, il y a une dizaine d'années, bâti un outil qui s'appelait Strato. On l'a pensé en 2009 et on l'a créé avec une petite équipe d'ingénieurs spécialement pour un déploiement sur la rive sud de la Méditerranée. Cet outil, Strato, il a été conçu dès l'origine pour faciliter la mise en œuvre d'une gestion efficiente de l'eau et pour anticiper les stress hydriques à venir. Cette version avait d'ailleurs été testée sur le bassin hydrographique de la ville de Perpignan et avait déjà anticipé assez fortement le décalage entre l'eau disponible dans ce bassin et l'explosion de la demande à venir. Et malheureusement, si certains suivent un petit peu l'actualité française, 10-12 ans plus tard, l'actualité nous donne raison, puisque aujourd'hui, le secteur en France où les problèmes d'eau sont les plus importants, c'est justement ce secteur des Pyrénées-Orientales, autour de Perpignan, avec un décalage entre la demande et l'eau disponible qui est particulièrement important. Alors, nous avions développé cet outil il y a une douzaine d'années. Il faut croire que la conscience de ces problèmes de stress hydrique, de ces problèmes de décalage entre l'offre et la demande, n'était probablement pas suffisante et effectivement on a un petit peu utilisé cet outil mais finalement assez peu et c'est vrai que ce n'est que depuis un an ou deux que ces questions sont vraiment remontées à la surface et qui nous ont amené effectivement à redévelopper complètement un outil. Alors on a gardé le même nom, même si en pratique évidemment en l'espace d'une douzaine d'années, à la fois la connaissance sur les modèles, à la fois les outils en matière de numérique ont beaucoup évolué. Donc on a recréé effectivement un outil Strato qui reconstitue toute la demande en eau à l'échelle d'un bassin versant et permet effectivement de faire un certain nombre de scénarios justement pour croiser cette demande par rapport à l'eau disponible. Nous sommes d'ailleurs en train de travailler sur une deuxième version qui permettra d'être beaucoup plus précis, cette fois-ci, sur l'offre de la ressource en eau, en mobilisant toutes les connaissances que l'on a dessus, et évidemment avoir une comparaison entre l'offre et la demande
qui soit beaucoup plus pertinent. Derrière Strato, l'idée, c'est bien sûr d'avoir un outil technique qui permette de mesurer, mais surtout d'avoir un outil qui permette de faire des scénarios et de mettre finalement autour de ces scénarios l'ensemble des acteurs de l'eau sur un bassin versant pour tester évidemment des changements de comportement. Qu'est-ce qui se passe si on va travailler sur les fuites sur les réseaux? Qu'est-ce qui se passe si on change certaines spéculations agricoles? Qu'est-ce qui se passe si on travaille avec les industriels sur des dispositifs d'économie d'eau? Qu'est-ce qui se passe si on veut développer telle ou telle nouvelle activité? Et je crois que finalement c'est un outil de simulation qui permet finalement quelque part d'arriver à un meilleur partage de l'eau en mettant tous les acteurs autour de ce simulateur et en arrivant évidemment à produire du consensus, parce qu'on sait très bien, on l'a évoqué d'ailleurs hier dans certaines présentations, que la gestion de l'eau, bien sûr, elle est technique, bien sûr il faut des modèles, bien sûr il faut des investissements, mais surtout, le sujet principal, c'est comme ça concerne tout le monde, comme ça concerne toutes les activités économiques, il faut surtout arriver à tous se mettre d'accord. Et l'outil principal, l'objectif principal de cet outil Strato, c'est bien effectivement d'avoir un simulateur qui permette de mettre tous les acteurs autour de la table et espérons-le, d'arriver à fabriquer du consensus. Comme vous le verrez tout à l'heure, juste après cette intervention, c'est un outil qu'on a conçu pour mobiliser les données collectées sur l'eau à partir de données socio-économiques et non pas simplement à partir des informations sur les prélèvements constatés et les redevances perçues. C'est vrai que quand on veut essayer d'optimiser les choses, l'accès à la donnée est quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et c'est vrai que par rapport à ça, le sujet dans tous les pays du monde, connaître les prélèvements d'eau, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'évidemment, ils sont dispatchés un petit peu partout et ils ne sont pas toujours déclarés. Donc c'est vrai qu'on a choisi de travailler sur vraiment les activités économiques elles-mêmes pour avoir une bonne approche des prélèvements. Derrière, c'est donc un outil qui est là pour promouvoir une gestion intégrée des ressources en eau et dans la gestion de la demande. Et bien évidemment, ça nous semble être un outil qui peut largement accompagner la stratégie méditerranéenne pour le développement durable. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour cette introduction et passer la parole à Gilles et à Pascal qui vont vous présenter un petit peu en détail justement cet outil, ce que l'on peut faire avec, et en espérant quelque part qu'on arrivera à vous convaincre que la gestion de l'eau, ça se passe autour d'outils de simulation avec l'ensemble des acteurs, et finalement c'est tous collectivement qu'on arrivera à relever ce défi. Merci. Merci.